Ma sœur m'a accidentellement envoyé un mémo vocal destiné à notre mère, et ce que j'ai entendu à mon sujet m'a poussé à partir le lendemain matin avec un plan qu'elle n'a jamais vu venir. Je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur serait celle qui me détruirait. Mais nous voilà. Je m'appelle Caroline. Et voici l'histoire de la façon dont l'erreur de ma sœur Jessica est devenue le catalyseur de la vengeance la plus satisfaisante que j'ai jamais exécutée. Jessica et moi avons toujours été proches. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous n'avons que 2 ans d'écart, j'ai 30 ans et elle en a 28. Nous habitons toutes les deux à Lyon, à environ 20 minutes l'une de l'autre. Depuis 5 ans, je dirige une petite entreprise de graphisme prospère depuis mon bureau à domicile, tandis que Jessica travaille comme coordonnatrice marketing pour une start-up technologique au centre-ville. Notre relation a toujours semblé solide. Nous nous envoyions des SMS tous les jours, déjeunions ensemble au moins 2 fois par semaine, et je l'aidais même à planifier son mariage à venir avec son fiancé, Marc. Je pensais que nous étions les meilleurs amis qui partageaient par hasard de l'ADN. Tout cela a changé un mardi matin de mars lorsque je me suis réveillée pour trouver un mémo vocal de Jessica sur mon téléphone. L'horodatage indiquait qu'elle l'avait envoyé à 23h47 la veille. J'étais impatiente d'avoir de ces nouvelles puisque nous avions passé un excellent moment à essayer des robes de demoiselle d'honneur le week-end précédent. J'ai appuyé sur lecture en préparant mon café du matin, m'attendant peut-être à des pensées de dernière minute sur la planification du mariage ou à une histoire drôle de sa soirée avec Marc. Je dois mentionner que Jessica et moi avons des noms très similaires dans nos téléphones. Elle m'a enregistré sous le nom de Caroline sœur, et notre mère est Sophie maman. Le deuxième prénom de notre mère est Sophie. Dans son état d'ébriété alcoolique, elle a clairement envoyé le message à la mauvaise Sophie. Au lieu de plan de mariage, ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Maman, je n'en peux plus. La voix de Jessica traversait mon téléphone, légèrement pâteuse, comme si elle avait bu du vin. Je suis tellement fatiguée de faire semblant de m'intéresser au petit passe-temps de Caroline. Tu sais, elle pense vraiment qu'elle est une sorte d'entrepreneuse prospère. C'est pathétique. J'ai figé. Tasse à café à mi-chemin de mes lèvres. Elle continue de parler d'expansion et d'embauche d'employés, mais maman, elle gagne à peine assez pour couvrir son loyer. Je l'ai vu ses relevés bancaires quand elle les a laissés sur le comptoir le mois dernier. Elle vit de chèque en chèque, mais elle agit comme si elle construisait un empire. C'est embarrassant. Mes mains ont commencé à trembler. Ses relevés bancaires. Quand avait-elle vu mes relevés bancaires? Et ne me lançait même pas sur la façon dont elle continue d'offrir son aide pour le mariage. Elle a conçu nos Save the Date gratuitement, et il ressemble à quelque chose qu'un lycéen aurait fait en cours d'informatique. La mère de Marc a jeté un coup d'œil et a demandé si nous avions un barbecue dans le jardin plutôt qu'un vrai mariage. J'étais mortifiée. Le mémo vocal a continué, chaque mot me frappant comme un coup physique. Je ne la garde impliquée que parce que je la plains. Tu sais, elle n'a pas de vrais amis à part moi, et sa vie amoureuse est un désastre. Tu te souviens de ce gars David qu'elle a amené à Noël? Même papa a dit qu'il semblait se contenter d'elle. Elle est juste tellement désespérée d'être incluse dans tout. Des larmes coulaient sur mes joues maintenant, mais je ne pouvais pas m'arrêter d'écouter. Le pire, c'est la façon dont elle essaie toujours de me donner des conseils commerciaux. Maman, elle facture genre 200 € pour un logo. Je paie plus cher pour une bonne coupe de cheveux, mais elle agit comme si elle était Steve Jobs ou quelque chose comme ça. Elle parle toujours de construire sa marque et ses relations clients. C'est délirant. Il y a eu une pause où j'ai pu entendre Jessica boire quelque chose. Je l'aime. Je l'aime. Mais parfois, je me demande ce qui lui serait arrivé si elle était allée à l'université comme une personne normale au lieu d'abandonner pour poursuivre son article. Elle aurait probablement un vrai travail maintenant, peut-être même un petit ami qui n'est pas un perdant complet. Au lieu de cela, elle a presque 30 ans et agit toujours comme si elle allait être la prochaine grande star du graphisme. Le mémo s'est terminé brusquement et je me suis assise dans ma cuisine dans un silence complet, fixant mon téléphone. La femme que je considérais comme ma meilleure amie, ma confidente la plus proche, venait de révéler qu'elle me considérait comme une piteuse affaire de charité. Mais voilà ce que Jessica ne savait pas. Mon entreprise ne marchait pas. Loin de là.
J'avais été délibérément modeste quant à mon succès parce que je savais à quel point elle pouvait être compétitive, et je ne voulais pas qu'elle se sente mal par rapport à son emploi d'entreprise dont elle se plaignait constamment. La vérité était que j'avais gagné 285 000 € l'année dernière. Mon petit hobby m'avait valu des contrats avec 3 grandes entreprises de Lyon, y compris la start-up technologique où travaillait Jessica. J'étais derrière leur récente campagne de rebranding. Bien que Jessica ne le sache pas, car j'avais travaillé directement avec le PDG par l'intermédiaire d'une agence tierce, je facturais 200 € pour un travail de logo de base. Bien sûr, mais c'était juste mon prix de départ pour les petites entreprises locales. Mes contrats d'entreprise valaient des dizaines de milliers d'euros. J'avais une épargne saine, un portefeuille d'investissement en croissance, et j'avais déjà versé un acompte pour un appartement dans le quartier branché de la Croix-Rousse que je n'avais encore dit à personne. Quant à ma vie personnelle, David et moi avions effectivement rompu d'un commun accord parce que nous étions trop concentrés sur nos carrières pour accorder à la relation l'attention qu'elle méritait. Il était ingénieur logiciel chez Google, loin d'être un perdant, et nous étions restés bons amis. En fait, je sortais avec quelques personnes différentes, y compris un avocat nommé Michael, qui me demandait de officialiser les choses. Mais Jessica voyait ce qu'elle voulait voir, sa petite sœur en difficulté, qui avait besoin de sa pitié et de sa charité. Plus j'y pensais, plus je devenais furieuse. Toutes ces fois où j'avais proposé d'aider gratuitement pour les conceptions du mariage, elle s'en était moquée derrière mon dos. Tous ces déjeuners où je l'avais écoutée se plaindre de son travail alors qu'elle jugeait secrètement chaque aspect de ma vie. Tous ces moments que je chérissais comme des liens fraternels avaient été des performances de sa part. Mais la colère n'était pas le pire. Le pire, c'étaient les souvenirs qui étaient maintenant souillés à jamais. Comme la fois où, il y a 2 mois, je suis restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin à refaire ses programmes de mariage parce qu'elle avait mentionné négligemment que la mère de Marc trouvait la mise en page originale un peu amateur. J'étais tellement préoccupée par m'assurer que tout était parfait pour son jour spécial que j'avais annulé un rendez-vous avec Michael pour les terminer. Ou la fois où elle m'avait appelé en pleurant parce qu'elle était stressée par les coûts du mariage et que j'avais immédiatement proposé de faire gratuitement toute la signalisation et les décorations de table. « Tu me sauves la vie », avait-elle dit à travers de fausses larmes. Je ne sais pas ce que je ferais sans ma talentueuse petite sœur. Je m'étais sentie tellement valorisée, tellement nécessaire. Maintenant, je réalisais qu'elle avait probablement raccroché et ri de la facilité avec laquelle elle m'avait manipulée pour obtenir du travail gratuit. Le souvenir le plus douloureux date d'il y a seulement 6 semaines. Jessica m'avait invité à ce que je pensais être un déjeuner de sœurs dans un bistrot cher du centre-ville. Elle avait insisté pour payer, ce qui était inhabituel pour elle, et avait passé tout le repas à me poser des questions détaillées sur mon entreprise. Combien de clients avais-je? Que facturais-je? Comment trouvais-je de nouveaux clients? Quels étaient mes plus grands défis? J'avais été tellement touchée par son intérêt que je m'étais complètement ouverte, lui montrant même mon plan d'affaires pour l'expansion. Je lui avais parlé du gros contrat que je négociais, de mes rêves d'embaucher des employés, de vouloir déménager dans un bureau plus grand. Elle avait semblé si solidaire, posant des questions de suivi et offrant des encouragements. Maintenant, je réalisais qu'elle n'avait pas du tout partagé de lien fraternel avec moi. Elle avait rassemblé des munitions. Chaque vulnérabilité que j'avais partagée, chaque espoir et chaque rêve que j'avais confessé avaient été soigneusement catalogués pour son divertissement. Ce déjeuner n'était pas un soutien fraternel. C'était de la reconnaissance. J'ai appelé pour dire que j'étais malade et j'ai passé toute la journée à examiner chaque interaction que nous avions eue au cours de la dernière année, les voyant toutes à travers ce nouveau regard de trahison. Le schéma était si clair maintenant que je ne pouvais pas croire que je ne l'avais pas remarqué avant. Il y avait la fois où elle avait accidentellement mentionné à notre cousine Rachel que j'avais du mal à trouver des clients juste après que je lui ai confié avoir perdu un contrat potentiel. Rachel avait ensuite passé tout le barbecue de famille à me traiter comme une affaire de charité, offrant de m'aider à faire du réseautage par l'intermédiaire de l'entreprise de son mari. Il y avait sa manie de me présenter lors d'événements sociaux comme ma sœur Caroline, la graphiste indépendante, soulignant toujours le mot « indépendante » d'une manière qui la faisait paraître temporaire et instable. Pendant ce temps, elle se présentait comme coordonnatrice marketing, sans jamais mentionner qu'elle était essentiellement une assistante qui programmait des publications sur les réseaux sociaux.
Il y avait la façon dont elle commençait chaque conversation sur mon entreprise par « Comment vont les choses avec ton petit truc de design ?» Le mot « petit » m'avait toujours blessé, mais je me disais qu'elle ne le pensait pas de manière condescendante. Maintenant, je savais mieux. Et puis il y avait les choses plus subtiles. Comment elle n'avait jamais partagé mes publications professionnelles sur les réseaux sociaux malgré le fait qu'elle demandait constamment à ses amis de promouvoir le contenu de son entreprise. Comment elle n'avait jamais référé un seul client à moi. Malgré le fait qu'elle travaillait dans le marketing et connaissait des dizaines de personnes qui avaient besoin de services de conception. Comment elle n'avait jamais affiché aucune de mes œuvres dans son appartement. Pas même le portrait personnalisé que j'avais fait d'elle et de Marc pour leur anniversaire. J'avais attribué tout cela à Jessica étant simplement discrète sur les affaires de famille. Ou peut-être ne pas penser à mélanger son réseau personnel et professionnel. J'avais tout accordé le bénéfice du doute parce que c'est ce que font les sœurs. Apparemment, j'étais la seule à fonctionner selon cette hypothèse. Le processus de planification était thérapeutique d'une manière que je n'avais pas prévue. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas des sentiments de Jessica ni n'essayais de gérer ses émotions. Je ne faisais pas attention à son ego ni ne minimisais mes propres succès pour la mettre à l'aise. J'étais enfin libre d'être honnête sur qui j'étais et ce que j'avais accompli. J'ai commencé par dresser une liste complète de chaque mensonge qu'elle avait dit à mon sujet et de chaque vérité qu'elle avait tordue. Le mémo vocal m'avait donné une feuille de route de ses véritables opinions, mais je suspectais qu'il y avait plus. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais précédemment rejetées comme des commentaires inoffensifs ou des taquineries fraternelles. Comme la façon dont elle a dit à nos parents que j'étais toujours en train de comprendre des choses quand ils m'ont interrogé sur mon entreprise au dîner de Noël. Ou comment elle a décrit ma recherche d'appartement comme Caroline essayant de trouver quelque chose qu'elle peut se permettre alors que je regardais des propriétés dans le quartier le plus cher de la ville. Ou comment elle avait mentionné à nos tantes qu'elle m'aidait à me remettre sur pied alors que je n'avais jamais demandé ni eu besoin de son aide pour quoi que ce soit. Chaque révélation me mettait davantage en colère, mais me rendait aussi plus déterminée. Jessica jouait un jeu long, construisant soigneusement un récit où elle était la sœur prospère et généreuse, et moi la bénéficiaire en difficulté et reconnaissante de sa charité. Toutes ces fois où j'avais proposé d'aider gratuitement pour les conceptions du mariage, elle s'en était moquée derrière mon dos. Tous ces déjeuners où je l'avais écoutée se plaindre de son travail alors qu'elle jugeait secrètement chaque aspect de ma vie. Tous ces moments que je chérissais comme des liens fraternels avaient été des performances de sa part. Mais la colère n'était pas le pire. Le pire, c'étaient les souvenirs qui étaient maintenant souillés à jamais. Comme la fois où, il y a 2 mois, je suis restée éveillée jusqu'à 3h09 du matin à refaire ses programmes de mariage parce qu'elle avait mentionné négligemment que la mère de Marc trouvait la mise en page originale un peu amateur. J'étais tellement préoccupée par m'assurer que tout était parfait pour son jour spécial que j'avais annulé un rendez-vous avec Michael pour les terminer. Ou la fois où elle m'avait appelée en pleurant parce qu'elle était stressée par les coûts du mariage et que j'avais immédiatement proposé de faire gratuitement toute la signalisation et les décorations de table. « Tu me sauves la vie », avait-elle dit à travers de fausses larmes. Je ne sais pas ce que je ferais sans ma talentueuse petite sœur. Je m'étais sentie tellement valorisée, tellement nécessaire. Maintenant, je réalisais qu'elle avait probablement raccroché et ri de la facilité avec laquelle elle m'avait manipulée pour obtenir du travail gratuit. Le souvenir le plus douloureux date d'il y a seulement 6 semaines. Jessica m'avait invité à ce que je pensais être un déjeuner de sœurs dans un bistrot cher du centre-ville. Elle avait insisté pour payer, ce qui était inhabituel pour elle, et avait passé tout le repas à me poser des questions détaillées sur mon entreprise. Combien de clients avais-je ? Que facturais-je ? Comment trouvais-je de nouveaux clients ? Quels étaient mes plus grands défis ? J'avais été tellement touchée par son intérêt que je m'étais complètement ouverte, lui montrant même mon plan d'affaires pour l'expansion. Je lui avais parlé du gros contrat que je négociais, de mes rêves d'embaucher des employés, de vouloir déménager dans un bureau plus grand. Elle avait semblé si solidaire, posant des questions de suivi et offrant des encouragements. Maintenant, je réalisais qu'elle n'avait pas du tout partagé de lien fraternel avec moi. Elle avait rassemblé des munitions. Chaque vulnérabilité que j'avais partagée, chaque espoir et chaque rêve que j'avais confessé avaient été soigneusement catalogués pour son divertissement. Ce déjeuner n'était pas un soutien fraternel. C'était de la reconnaissance.
J'ai appelé pour dire que j'étais malade et j'ai passé toute la journée à examiner chaque interaction que nous avions eue au cours de la dernière année, les voyant toutes à travers ce nouveau regard de trahison. Le schéma était si clair maintenant que je ne pouvais pas croire que je ne l'avais pas remarqué avant. Il y avait la fois où elle avait accidentellement mentionné à notre cousine Rachel que j'avais du mal à trouver des clients juste après que je lui ai confié avoir perdu un contrat potentiel. Rachel avait ensuite passé tout le barbecue de famille à me traiter comme une affaire de charité, offrant de m'aider à faire du réseautage par l'intermédiaire de l'entreprise de son mari. Il y avait sa manie de me présenter lors d'événements sociaux comme ma sœur Caroline, la graphiste indépendante, soulignant toujours le mot « indépendante » d'une manière qui la faisait paraître temporaire et instable. Pendant ce temps, elle se présentait comme coordonnatrice marketing, sans jamais mentionner qu'elle était essentiellement une assistante qui programmait des publications sur les réseaux sociaux. Il y avait la façon dont elle commençait chaque conversation sur mon entreprise par « Comment vont les choses avec ton petit truc de design ?» Le mot « petit » m'avait toujours blessée, mais je me disais qu'elle ne le pensait pas de manière condescendante. Maintenant, je savais mieux. Et puis il y avait les choses plus subtiles. Comment elle n'avait jamais partagé mes publications professionnelles sur les réseaux sociaux malgré le fait qu'elle demandait constamment à ses amis de promouvoir le contenu de son entreprise. Comment elle n'avait jamais référé un seul client à moi. Malgré le fait qu'elle travaillait dans le marketing et connaissait des dizaines de personnes qui avaient besoin de services de conception, comment elle n'avait jamais affiché aucune de mes œuvres dans son appartement, pas même le portrait personnalisé que j'avais fait d'elle et de Marc pour leur anniversaire. J'avais attribué tout cela à Jessica étant simplement discrète sur les affaires de famille ou peut-être ne pas penser à mélanger son réseau personnel et professionnel. J'avais accordé le bénéfice du doute parce que c'est ce que font les sœurs. Apparemment, j'étais la seule à fonctionner selon cette hypothèse. Le processus de planification était thérapeutique d'une manière que je n'avais pas prévue. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas des sentiments de Jessica ni n'essayais de gérer ses émotions. Je ne faisais pas attention à son ego ni ne minimisais mes propres succès pour la mettre à l'aise. J'étais enfin libre d'être honnête sur qui j'étais et ce que j'avais accompli. J'ai commencé par dresser une liste complète de chaque mensonge qu'elle avait dit à mon sujet et de chaque vérité qu'elle avait tordue. Le mémo vocal m'avait donné une feuille de route de ses véritables opinions, mais je suspectais qu'il y avait plus. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais précédemment rejetées comme des commentaires inoffensifs ou des taquineries fraternelles. Comme la façon dont elle a dit à nos parents que j'étais toujours en train de comprendre des choses quand ils m'ont interrogé sur mon entreprise au dîner de Noël. Ou comment elle a décrit ma recherche d'appartement comme Caroline essayant de trouver quelque chose qu'elle peut se permettre alors que je regardais des propriétés dans le quartier le plus cher de la ville. Ou comment elle avait mentionné à nos tantes qu'elle m'aidait à me remettre sur pied alors que je n'avais jamais demandé ni eu besoin de son aide pour quoi que ce soit. Chaque révélation me mettait davantage en colère, mais me rendait aussi plus déterminée. Jessica jouait un jeu long, construisant soigneusement un récit où elle était la sœur prospère et généreuse, et moi la bénéficiaire en difficulté et reconnaissante de sa charité. Elle avait été tellement méthodique à ce sujet que même nos propres parents avaient commencé à me traiter avec une sorte de préoccupation douce que je réalisais maintenant être basée sur les rapports faux de Jessica sur ma vie. Mon plan comportait 3 phases et allait être absolument magnifique. La phase 1 concernait la collecte d'informations et la mise en scène. J'avais besoin de comprendre exactement jusqu'où allait la tromperie de Jessica et à qui elle disait quoi. J'avais également besoin de commencer à établir ma véritable histoire. Pas la version fabriquée que Jessica diffusait, mais la vérité sur mon succès et ma stabilité. J'ai commencé par avoir des conversations prudentes avec les membres de la famille, en posant des questions innocentes sur ce qu'ils savaient de mon entreprise et de ma vie personnelle. Les résultats ont été révélateurs et exaspérants. Selon la version de la réalité de Jessica, je vivais à peine, je cherchais désespérément un vrai travail et j'étais reconnaissante pour toute aide qu'elle pouvait m'apporter. Elle se dépeignait comme ma conseillère financière, ma conseillère d'orientation et mon système de soutien émotionnel tout en un. Notre mère, visiblement mal à l'aise, a admis que Jessica la tenait au courant de mes difficultés. « Elle est inquiète pour toi, ma chérie », a dit maman lors d'un appel téléphonique. Elle a mentionné que tu avais du mal à payer ton loyer et que tu envisageais de revenir à la maison. J'ai dû serrer le téléphone plus fort pour ne pas crier. A-t-elle dit autre chose ? Eh bien,
Elle a mentionné que tu avais du mal à trouver de bons clients et que tu envisageais de retourner à l'école pour quelque chose de plus stable. C'est une si bonne sœur, Caroline. Tout le monde ne serait pas si solidaire d'une sœur qui traverse une mauvaise passe. Une mauvaise passe. J'étais dans une mauvaise passe qui n'existait que dans l'imagination de Jessica. Et ma propre mère louait Jessica pour son soutien à une situation qu'elle avait entièrement fabriquée. J'ai eu des conversations similaires avec notre père, nos grands-parents et plusieurs amis de la famille. L'histoire était cohérente chez tous. Jessica était la sœur prospère et stable qui aidait généreusement sa petite sœur en difficulté à traverser une période difficile. J'étais l'affaire de charité, le membre de la famille dont tout le monde devait être gentil et encourageant. La révélation la plus choquante est venue de notre tante Linda, qui m'a prise à part lors d'un dîner de famille et m'a discrètement glissé un chèque de 500 €. Jessica a mentionné que tu traversais des difficultés financières, a-t-elle murmuré. Ne sois pas trop fière pour accepter de l'aide, ma chérie. Nous sommes tous passés par là. J'ai regardé le chèque, me sentant simultanément reconnaissante pour la gentillesse de ma tante et furieuse contre la manipulation de Jessica. Combien de personnes avait-elle informé de mes prétendues difficultés financières ? Combien de membres de la famille me regardaient maintenant avec pitié et inquiétude à cause de ces mensonges ? J'ai déposé le chèque et j'ai immédiatement rédigé un chèque plus important à la charité préférée de ma tante accompagné d'une note expliquant qu'en appréciant sa générosité, j'étais suffisamment chanceuse pour pouvoir la transmettre à ceux qui avaient vraiment besoin d'aide. Je n'ai pas mentionné Jessica, mais je me suis assurée d'inclure des détails sur mes récents succès commerciaux et mon nouvel achat d'appartement. Pendant que je découvrais l'étendue de la tromperie de Jessica, je commençais également à construire mon contre-récit. J'ai commencé à partager de vrais détails sur mon entreprise et ma vie personnelle avec ma famille et mes amis. Pas de manière vantarde, mais simplement comme une conversation naturelle. Lorsque les gens me demandaient comment j'allais, au lieu de donner des réponses vagues et positives, j'ai commencé à mentionner des projets spécifiques sur lesquels je travaillais et des développements passionnants dans ma carrière. Le contraste avec la version de ma vie de Jessica était frappant, et je pouvais voir les gens commencer à le remarquer. Ma cousine Rachel, qui m'avait traitée comme une artiste en difficulté lors du barbecue, semblait sincèrement surprise lorsque j'ai mentionné avoir décroché un contrat majeur avec une chaîne de distribution. « Waouh, Caroline, c'est incroyable », a-t-elle dit. Jessica a fait croire que tu essayais encore de lancer ton entreprise. J'ai juste souri et dit, peut-être qu'elle a mal compris. Tu sais comment c'est. Les gens entendent ce qu'ils veulent entendre parfois. La graine était plantée. Je ne contredisais pas directement la version des événements de Jessica, mais je fournissais suffisamment d'informations réelles pour que les gens commencent à remettre en question le récit qu'elle leur avait nourri. C'était un équilibre délicat, mais j'étais convaincue que cela porterait ses fruits au moment de la révélation complète. La phase 2 impliquait ce que j'appelais la vulnérabilité stratégique. Puisque Jessica pensait que j'étais en train de échouer et désespérée, j'ai décidé de lui donner exactement ce qu'elle attendait. Mais je n'allais pas seulement jouer la sœur en difficulté. J'allais documenter chaque moment de condescendance et de fausse sollicitude qui en résultait. J'ai commencé petit, mentionnant lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires que j'étais inquiète de décrocher suffisamment de clients pour couvrir mes dépenses. La réponse de Jessica a été immédiate et prévisible. « Oh, ma chérie, j'ai pensé à ça », a-t-elle dit, et j'ai pu entendre la satisfaction dans sa voix. « Tu sais, il n'y a vraiment pas de honte à admettre que le freelancing n'est pas durable à long terme. L'entreprise de Marc se développe très vite, et je sais qu'ils aimeraient avoir quelqu'un avec ton expérience créative. Les avantages sont excellents, et tu aurais cette sécurité d'un salaire régulier. » Je me suis assurée d'enregistrer cette conversation ainsi que plusieurs autres où Jessica offrait ses conseils utiles sur l'abandon de mon entreprise au profit d'un emploi traditionnel. Chaque appel révélait davantage ses véritables sentiments sur ma vie et mes choix, et j'ai sauvegardé chaque enregistrement. J'ai également commencé à demander de petites faveurs, des choses qui donneraient à Jessica l'impression d'être importante et généreuse tout en révélant son véritable caractère. J'ai demandé d'emprunter 50 € pour les courses, affirmant que j'attendais qu'un paiement de client arrive. Jessica a immédiatement accepté, mais pas avant de lancer une leçon sur l'importance d'avoir un fonds d'urgence et de gérer la trésorerie.
C'est exactement ce que je veux dire avec le freelancing qui est instable, a-t-elle dit en me tendant l'argent lors de notre prochaine rencontre pour déjeuner. Tu es constamment à la merci des calendriers de paiement des autres. Dans un vrai travail, tu sais exactement quand arrive ton chèque, et tu peux planifier en conséquence. J'ai hoché la tête, jouant la sœur reconnaissante tout en enregistrant chaque mot condescendant. Les 50 € sont allés directement dans mon compte d'épargne, et j'ai pris note de rembourser Jessica avec intérêt dans le cadre de la révélation finale. Pendant cette phase, j'ai également commencé à refuser des invitations sociales et à annuler des rendez-vous, prétextant que j'étais trop stressée par le travail pour en profiter. Cela a servi deux objectifs. Cela a renforcé le récit de Jessica sur mes difficultés, et cela m'a donné plus de temps pour planifier la confrontation ultime sans avoir à faire semblant que tout allait bien entre nous. Je suis vraiment inquiète pour toi, a dit Jessica lors d'un de nos appels téléphoniques. Tu sembles si isolée ces derniers temps. Peut-être que tu devrais envisager de voir un thérapeute pour t'aider à gérer le stress de l'incertitude de ta carrière. Incertitude de carrière ? L'ironie était presque trop à supporter. Pendant que Jessica suggérait une thérapie pour mes problèmes fictifs, j'étais en train de conclure la plus grosse affaire de ma carrière et d'être mise à l'honneur dans le Denver Business Journal comme l'une des entrepreneuses montantes de la ville de moins de 30 ans. Eh bien, techniquement, entrepreneuse montante de moins de 35 ans puisque j'avais 30 ans. Mais l'idée tenait, mais Jessica ne savait pas pour l'article parce que j'avais fait en sorte qu'il ne paraisse qu'après le mariage. J'avais spécifiquement demandé que la date de publication soit retardée jusqu'en juin, sachant que le calendrier serait parfait pour la phase 3 de mon plan. La partie la plus difficile de cette phase a été de voir l'enthousiasme sincère de Jessica pour ma prétendue chute. Elle a commencé à appeler plus fréquemment, toujours avec de nouveaux conseils ou une autre opportunité d'emploi dont elle avait entendu parler. Elle a proposé de m'aider à mettre à jour mon CV, à me présenter à des gens de son réseau, à m'enseigner la culture d'entreprise puisque j'avais été éloignée de ce monde depuis si longtemps. Chaque offre d'aide venait avec un sous-entendu de supériorité qui me donnait la chair de poule. Elle n'offrait pas d'assistance. Elle établissait une domination. Chaque conversation renforçait sa position de sœur prospère, aidant gracieusement sa petite sœur en difficulté. Et je pouvais dire qu'elle adorait chaque minute de ça. Le moment le plus dégoûtant est survenu lors d'un dîner dans son restaurant préféré où elle a insisté pour payer car l'argent est difficile pour toi en ce moment. Alors que nous partions, elle s'est arrêtée pour discuter avec une femme qu'elle connaissait de son club de sport. Et j'ai écouté avec horreur comment elle m'a présenté. C'est ma sœur, Caroline, a dit Jessica d'un ton normalement réservé aux discussions sur les parents en phase terminale. Elle traverse une période vraiment difficile en ce moment, essayant de réussir en tant que graphiste indépendante. C'est une industrie tellement difficile, tu sais. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait envisager quelque chose de plus stable, mais les artistes peuvent être tellement têtus à propos de leurs rêves. La femme m'a regardé avec cette combinaison particulière de pitié et de gêne que les gens ont lorsqu'ils ne savent pas comment réagir à la tragédie d'autrui. Oh, c'est formidable que tu poursuives ta passion, a-t-elle dit maladroitement. Caroline est incroyablement talentueuse, a poursuivi Jessica. Mais le talent ne se traduit pas toujours par un succès financier. Malheureusement, j'essaie juste de l'aider à voir qu'il existe d'autres options. J'ai eu envie de vomir ou de crier, ou les deux. Au lieu de cela, j'ai souri faiblement et j'ai joué le jeu de la performance de Jessica, tout en ajoutant mentalement cette interaction à la liste croissante d'humiliations que je prévoyais de revisiter lors de la réception de mariage. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai regardé mes relevés bancaires, mon portefeuille d'investissement et les contrats pour des projets à venir d'une valeur supérieure à ce que Jessica gagnerait au cours des 4 prochaines années combinées. Puis j'ai regardé l'enregistreur que j'avais emporté pour documenter ces conversations, et j'ai ressenti une froide satisfaction s'installer en moi. Jessica construisait son propre piège. Brique par brique, mensonge par mensonge. Chaque commentaire condescendant, chaque fausse expression d'inquiétude, chaque moment de supériorité fabriqué était soigneusement conservé pour le moment où je le rejouerais devant un public de tous ceux qui comptaient pour elle. La phase 3 n'était encore qu'à quelques semaines, mais j'anticipais déjà le regard sur son visage lorsqu'elle réaliserait que la petite sœur en difficulté qu'elle avait patronnée et plaint était en réalité plus prospère qu'elle n'en avait jamais rêvé,
et que tout ce qu'elle avait dit et fait dans ces moments de supériorité perçue avait été enregistré pour la postérité. Le mariage ne pouvait pas arriver assez vite. La phase 1 a commencé immédiatement. J'ai commencé à répondre aux SMS de Jessica par des messages plus courts et moins enthousiastes. Quand elle appelait pour discuter de la planification du mariage, je m'excusais, prétextant que j'étais débordée par le travail. J'ai annulé nos prochains déjeuners, disant que j'avais besoin de me concentrer pour trouver plus de clients. Tout va bien, a-t-elle demandé lors d'un appel téléphonique. Tu sembles distante ces derniers temps. Juste stressée par l'argent, ai-je répondu, jouant parfaitement ses attentes. Je pense peut-être trouver un emploi régulier au lieu de travailler en freelance. Ce truc d'entreprise pourrait ne pas fonctionner. Je pouvais presque entendre sa satisfaction au téléphone. Oh, ma chérie, ce pourrait être pour le mieux. Il n'y a pas de honte à avoir un salaire stable. L'entreprise de Marc embauche actuellement dans leur département marketing si ça t'intéresse. Merci, Jess. J'y réfléchirai. Pendant ce temps, je mettais la phase 2 en mouvement. J'ai contacté mon réseau de contacts professionnels en expliquant que je cherchais à développer mon entreprise et que j'avais besoin de recommandations pour des projets de haut niveau. En une semaine, j'ai eu des réunions prévues avec 4 grandes entreprises, y compris la plus grande concurrente de Jessica. J'ai également commencé à tout documenter. Capture d'écran de ces SMS où elle faisait des allusions subtiles à mon entreprise. Enregistrement d'appels téléphoniques où elle donnait des conseils ambigus sur mes choix de carrière. Le Colorado est un État où le consentement d'une seule partie est suffisant pour l'enregistrement. Donc, c'était complètement légal. Photo de tout le travail gratuit que j'avais fait pour son mariage et qu'elle avait apparemment moqué auprès de notre mère. La phase 3 était la partie la plus satisfaisante de tout le plan. 3 semaines après avoir reçu ce mémo vocal, j'ai décroché le plus gros contrat de ma carrière. Une chaîne de distribution nationale voulait que je redessine toute leur identité de marque dans 12 États. Le contrat valait 180 000 €, plus que ce que Jessica gagnait en 3 ans dans sa start-up, où elle gagnait environ 58 000 € par an. Mais au lieu de célébrer, j'ai maintenu ma mascarade de lutte. J'ai dit à Jessica que j'avais du retard pour le loyer et que j'envisageais de revenir vivre chez nos parents. Je lui ai demandé si elle pouvait me prêter de l'argent pour les courses. Je l'ai même laissé payer le dîner quand nous avons finalement déjeuné ensemble, jouant le rôle de la petite sœur reconnaissante en difficulté. Je suis vraiment inquiète pour toi, a-t-elle dit en mangeant des salades dans son café chic préféré. Peut-être qu'il est temps d'affronter la réalité concernant l'entreprise. Tu as probablement raison, ai-je dit, en rendant ma voix petite et vaincue. J'ai pensé à ce que tu as dit à propos de l'entreprise de Marc. Penses-tu qu'ils embaucheraient vraiment quelqu'un comme moi? Bien sûr qu'ils le feraient, a dit Jessica, et j'ai pu voir la condescendance dans son sourire. Tu es intelligente. Tu as juste besoin de direction. Un vrai travail avec des avantages et un salaire stable serait parfait pour toi. J'ai hoché la tête, comptant intérieurement les jours jusqu'à son mariage. Le mariage était prévu pour un samedi début juin dans un lieu coûteux dans les montagnes près de Lyon. Jessica n'avait pas lésiné sur les dépenses, et elle se vantait du « mariage du siècle » depuis des mois. Le mardi précédant le mariage, j'ai mis mon plan dans sa phase finale. J'ai envoyé à Jessica un SMS de groupe qui incluait nos parents, nos oncles et tantes, les grands-parents des 2 côtés, Marc, ses parents, et tout le cortège nuptial. Le message était simple. J'ai une surprise spéciale pour Jessica au mariage. Ne lui dites pas, mais j'ai travaillé sur quelque chose d'incroyable pour montrer à quel point j'aime et apprécie ma sœur. Tout le monde était excité et avait promis de garder le secret. Jessica m'a envoyé un SMS en privé, curieuse de la surprise, mais je lui ai juste dit qu'elle devrait attendre pour voir. Samedi est arrivé et le mariage était magnifique. Jessica était éblouissante dans sa robe et j'ai parfaitement joué mon rôle. J'étais la sœur de soutien, reconnaissante simplement d'être incluse, faisant toujours semblant de lutter avec mon entreprise en difficulté. Pendant la réception, après le dîner, mais avant que la danse ne commence, j'ai demandé au DJ le micro. Jessica a semblé surprise mais ravie alors que je me levais devant les 150 invités. Bonjour à tous, ai-je commencé en souriant chaleureusement. Pour ceux qui ne me connaissent pas,
je suis Caroline, la sœur de Jessica et sa demoiselle d'honneur. Je voulais prendre un moment pour partager quelque chose de spécial sur ma merveilleuse sœur. Jessica a rayonné, s'attendant à un hommage sincère à notre lien fraternel. Jessica et moi avons toujours été proches, ai-je continué. Et elle a été un système de soutien incroyable pendant des moments difficiles de ma vie. En fait, elle a été si solidaire qu'elle parle régulièrement à notre mère de moi, s'assurant toujours que je vais bien. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au système de sonorisation. Jessica est toujours si modeste quant à la quantité d'attention qu'elle porte. Alors, j'ai pensé que vous aimeriez tous entendre, dans ses propres mots, à quel point elle se soucie de mon bien-être. Le visage de Jessica est devenu blanc lorsqu'elle a réalisé ce qui allait se passer. C'est un mémo vocal que Jessica a envoyé à notre mère il y a quelques mois, et je pense qu'il montre vraiment la profondeur de sa préoccupation pour moi. J'ai appuyé sur lecture, et la voix de Jessica a rempli la salle de réception à travers le système de sonorisation professionnel. Maman, je n'en peux plus. Je suis tellement fatiguée de faire semblant de m'intéresser au petit passe-temps de Caroline. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception de la voix de Jessica détaillant chaque pensée cruelle qu'elle avait eue à mon sujet, mon entreprise, ma vie personnelle et ma valeur en tant que personne. Les save the date qu'elle avait moquées étaient affichés sur chaque table. Le travail de qualité lycéenne qu'elle avait ridiculisé l'entourait littéralement alors qu'elle était figée d'horreur. Quand le mémo s'est terminé, ai-je souri à la foule stupéfaite. Mais voici le truc à propos de mon petit passe-temps qui inquiétait tant Jessica, ai-je dit, en ouvrant mon portfolio sur l'écran derrière moi. Ce sont quelques-uns de mes projets récents. Des images de campagnes de rebranding d'entreprises majeures ont rempli l'écran, y compris celles que j'avais faites pour la propre entreprise de Jessica. Ce rebranding chez la start-up de Jessica, dévoilé le mois dernier, c'était moi. Le PDG m'a embauché par une agence parce qu'il voulait le meilleur graphiste de Lyon. Des halètements ont parcouru la foule lorsque les gens ont reconnu le travail de haut profil. Et Jessica s'inquiétait tellement de ma situation financière, ai-je poursuivi. Mais je suis heureuse de signaler que mon piteux passe-temps m'a rapporté 285 000 € l'année dernière. En fait, l'appartement que je viens d'acheter à la Croix-Rousse coûte plus cher que ce que Jessica gagne en 4 ans. Je me suis tournée pour faire face directement à ma sœur. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise du mémo vocal de Jessica est à quel point elle se soucie vraiment de moi. Elle se soucie tellement qu'elle a fouillé dans mes documents financiers personnels quand je ne regardais pas. Elle se soucie tellement qu'elle me ment dans les yeux depuis des années tout en dénigrant tout sur ma vie derrière mon dos. Elle se soucie tellement qu'elle a accepté des milliers d'euros de travail de graphisme gratuit tout en disant aux gens que cela ressemble à de la boue amateur. Le silence dans la pièce était assourdissant. Jessica pleurait. Marc avait l'air mortifié, et nos parents semblaient partagés entre la colère et l'embarras. Alors, Jessica, ai-je dit, ma voix toujours chaleureuse et fraternelle. Merci de te soucier autant de moi. Merci pour le mémo vocal qui m'a montré exactement ce que tu penses de moi, et merci pour ce magnifique mariage où j'ai enfin pu partager avec tout le monde à quel point notre relation est vraiment merveilleuse. J'ai posé le micro et me suis dirigée vers la sortie. Oh, et tout le monde devrait savoir, ai-je lancé par-dessus mon épaule, les faire-part de mariage de Jessica, les programmes, les cartes de menu et les numéros de table, tous conçus par moi gratuitement. J'espère que vous pouvez les regarder maintenant et apprécier la qualité de la classe d'informatique du lycée dont elle était si embarrassée. J'ai quitté la salle de réception et suis rentrée directement chez moi, où j'ai passé la soirée à répondre aux appels téléphoniques et aux SMS. Certains de membres de la famille exigeant des explications, d'autres des amis de Jessica qui avaient été témoins de tout cela, et quelques-uns de personnes demandant ma carte de visite après avoir vu ma présentation de portfolio. Jessica m'a appelé 17 fois cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Marc a appelé le lendemain matin. Caroline, ce que tu as fait était cruel, a-t-il dit. C'est le jour de notre mariage et tu l'as ruiné. J'ai répondu calmement, j'ai joué un mémo vocal. Les propres mots de Jessica. Si cela a ruiné son mariage, peut-être qu'elle devrait réfléchir à pourquoi ses propres opinions sur moi étaient si dommageables à entendre en public. C'est ta sœur, a-t-il protesté. Oui, c'est le cas, et je suis la sienne. Mais apparemment,
Elle l'a oublié quand elle disait à notre mère à quel point je suis pathétique et embarrassante. Mes parents ont appelé ensuite, et cette conversation était plus compliquée. Ils étaient en colère contre l'humiliation publique, mais ils étaient aussi furieux contre Jessica pour ce qu'elle avait dit sur moi. Nous n'avions aucune idée qu'elle ressentait cela, a dit ma mère, la voix tremblante. Certaines choses qu'elle a dites étaient simplement cruelles. Le pire, c'est qu'elle avait tort sur tout, a ajouté mon père. Nous sommes fiers de ce que tu as construit, Caroline. Nous l'avons toujours été. Au cours des semaines suivantes, les répercussions ont continué. Le mariage de Jessica est devenu le sujet de conversation de notre cercle social, non pas pour sa beauté ou son élégance, mais pour le drame familial spectaculaire qui s'est déroulé pendant la réception. Plusieurs personnes qui avaient été au mariage m'ont contacté pour m'engager pour leur propre projet, impressionnées par le portfolio qu'elles avaient vu. Jessica m'a finalement coincée chez nos parents 3 semaines plus tard. Elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi, et j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Caroline, s'il te plaît, a-t-elle dit, les larmes déjà commençant. Je suis désolée. J'étais ivre quand j'ai envoyé ce mémo vocal. Je ne pensais rien de tout ça. Quelle partie tu ne pensais pas, ai-je demandé. La partie où tu as appelé mon entreprise pathétique? La partie où tu as dit que mon travail avait l'air amateur? La partie où tu as fouillé dans mes documents financiers personnels ou la partie où tu as dit que tu me gardais seulement parce que tu me plaignais? Tout, a-t-elle dit désespérément. J'étais jalouse. D'accord. J'étais jalouse de ta liberté, de la façon dont tu as construit quelque chose à partir de rien, de la façon dont tu sembles si confiante et heureuse tout le temps. Je me suis défoulée sur toi et c'était mal. J'ai étudié son visage à la recherche de sincérité. Tu étais jalouse de quelqu'un que tu pensais être un échec pathétique vivant de chèque en chèque. Elle a tressailli. Je sais comment ça sonne, mais ça sonne comme si tu mentais toujours, ai-je interrompu. Tu n'étais pas jalouse de moi, Jessica. Tu étais menacée par moi. Il y a une différence. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça, a-t-elle demandé. Comment puis-je réparer ça? J'ai réfléchi un long moment. Tu peux commencer par être honnête. Vraiment honnête. Pas juste désolée d'avoir été prise honnête. Tu peux reconnaître que tu as délibérément essayé de saper ma confiance et mon entreprise pendant des années. Tu peux admettre que tu aimais te sentir supérieure à moi et c'est pourquoi tu n'as jamais célébré mes succès. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit, tu as raison. J'aimais me sentir celle qui réussissait. Ça me faisait me sentir mieux par rapport à moi-même de penser que tu avais besoin de mon aide et de mes conseils. Quand j'ai réalisé à quel point je me trompais sur ton entreprise, j'étais embarrassée. Et au lieu de t'excuser, tu t'es mise sur la défensive. C'était la première chose vraiment honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Je ne peux pas te pardonner maintenant, lui ai-je dit. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Ce que tu as fait n'était pas juste méchant. C'était calculé. Tu as fouillé dans mes documents personnels. Tu as moqué un travail que j'ai fait pour toi en guise de faveur. Tu m'as menti dans les yeux tout en parlant dans mon dos pendant des mois, peut-être des années. Je comprends, a-t-elle dit calmement. Je ne pense pas que tu le fasses, ai-je répondu. Parce que si tu le faisais, tu ne m'aurais pas demandé de passer l'éponge en 3 semaines. Tu aurais compris que la confiance prend des années à construire et quelques secondes à détruire. Cette conversation remonte à 6 mois. Jessica et moi avons eu des contacts limités depuis lors, principalement des échanges brefs lors de réunions de famille. Marcus et moi avons en fait développé une amitié improbable. Il était mortifié par ce qui s'est passé à leur mariage et a fait tout son possible pour me présenter ses excuses de ne pas m'avoir soutenu plus tôt. Mon entreprise a prospéré au-delà de tout ce que j'imaginais. L'incident du mariage, bien que douloureux, a en fait aidé ma carrière de manière inattendue. Le bouche à oreille s'est propagé sur la qualité de mon travail, et j'ai dû refuser des projets parce que je suis réservée pour les 8 prochains mois. J'ai acheté une 2e propriété comme investissement, j'ai commencé à sortir exclusivement avec Michael, et je suis sincèrement plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Il s'avère que se débarrasser des personnes toxiques de sa vie, même lorsqu'elles font partie de la famille, peut être incroyablement libérateur.
Regrette-je ce que j'ai fait au mariage de Jessica? Parfois, c'était dur et public, et cela a certainement blessé des gens au-delà de Jessica. Mais chaque fois que je commence à me sentir coupable, je me souviens de ce mémo vocal et de ce que j'ai ressenti en découvrant que quelqu'un que j'aimais et en qui j'avais confiance se moquait et me sapait depuis des années. Jessica a fait des choix sur la façon de me traiter, et j'ai fait des choix sur la façon de réagir. Elle a choisi la cruauté et la tromperie. J'ai choisi la vérité et les conséquences. La chose drôle, c'est qu'elle avait raison sur une chose dans ce mémo vocal. Je construisais quelque chose de plus grand qu'elle ne le réalisait. Je ne construisais pas l'empire commercial qu'elle se moquait. Je construisais la force de m'éloigner des personnes qui ne me valorisaient pas, même lorsque ces personnes faisaient partie de la famille. Et cela s'est avéré être le projet le plus réussi de tous. Mise à jour, Jessica m'a contacté le mois dernier en me demandant si nous pouvions prendre un café et parler. J'ai dit oui, mais seulement si elle était préparée à une vraie conversation sur la reconstruction de la confiance à partir de zéro. Nous nous rencontrons la semaine prochaine. Je ne sais pas si nous serons jamais proches à nouveau, mais je suis prête à voir si elle a appris quelque chose des conséquences de ses choix. Quoi qu'il en soit, je sais que j'irai bien. J'ai appris que je n'ai besoin de l'approbation ou de la pitié de personne pour réussir. Et je n'ai certainement pas besoin d'accepter le manque de respect de qui que ce soit, de ma famille ou d'ailleurs. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de devenir meilleur. Et je suis définitivement mieux.